Je le disais, l'Europe siffle la fin de la récréation pour les cryptoactifs. Le nouveau cadre européen vient resserrer la vis sur le marché des crypto-monnaies. Les 27 ont en effet trouvé un accord sur le fameux projet de règlement MiCA, un projet qui devait prendre vie sous la présidence française de l'Union européenne. C'était le pari de la France qui a impulsé les réflexions. Eh bien, c'est donc chose faite depuis le 30 juin dernier. Alors, que dit ce cadre de règlement inédit et qu'en pensent les acteurs du secteur? Eh bien, on va leur poser la question tout de suite dans Smart Tech. Nos deux invités aujourd'hui sont Faustine Fleuret, on vous connaît bien dans Smart Tech, présidente et directrice générale de l'ADAN, qui rassemble, je le rappelle, les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe. Bonjour Faustine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. Flavio Restelli nous accompagne également, consultant chez Blockchain Partners de KPMG, spécialiste, on le sait, KPMG, de l'audit et du conseil. Bonjour Flavio. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner, vous aussi. Faustine Fleuret, on a parlé de no man's land juridique, de Far West. Avant ce règlement MiCA, le secteur n'était pas du tout réglementé. Alors si, le secteur était réglementé, et en particulier en France, où ça fait très longtemps qu'on a un cadre pour les marchés de cryptoactifs, puisque c'était pendant la loi Pacte qu'on en a débattu et qu'on l'a mis en place. Et ce cadre a été promulgué en 2019. Donc ça fait plus de 3 ans que à la fois les émetteurs et les prestataires de marchés de cryptoactifs sont encadrés en France sur davantage le volet lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, mais aussi des dispositions pour la protection des utilisateurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française qu'on vienne aujourd'hui harmoniser au niveau européen et mettre tout le monde sur des conditions de concurrence équitables. Donc inédit non, mais ce qu'il a d'historique en tout cas, c'est peut-être son échelle européenne, c'est ça? Tout à fait, puisqu'avec le régime français, ce qui n'était pas possible, en tout cas ça ne pouvait pas être un avantage pour passeporter, pour exporter son activité dans d'autres États européens. Ce n'était pas un régime qui était reconnu par les autres États. Donc ça avait un avantage limité quand il s'agissait de croissance et d'expansion à l'Europe et même à l'international. Donc ça va être une bonne nouvelle, bien sûr parce qu'on harmonise et que tout le monde a les mêmes règles du jeu et que c'est plus lisible et qu'en plus on peut construire sur la base de cette réglementation une activité plus large. Bonne nouvelle, pourtant on a l'impression que cette nouvelle réglementation inquiète tout de même les acteurs du secteur. Flavio, est-ce qu'elle est considérée comme trop stricte aujourd'hui? Elle inquiète l'industrie? Je pense que le plus important, c'est d'essayer de faire la part des choses. Il y a des points positifs dans les deux règlements. Donc déjà, pour clarifier, on parle de deux règlements. Oui, MiCA et le TFR. Effectivement, il y a pas mal de points positifs. C'est bien de faire de la clarté, de régir le secteur. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut essayer de appuyer sur la réglementation sans exagérer, dans la mesure où il faut faire la balance entre ce besoin de clarifier les enjeux et d'un autre côté de ne pas alourdir les acteurs européens de manière à ce qu'ils puissent potentiellement être désavantagés face à la concurrence internationale. Donc effectivement, quelques inquiétudes ont été exprimées dans l'écosystème au fil des négociations sur ces deux règlements. Notamment sur la réglementation TFR, je crois. C'était celle qui inquiétait particulièrement les acteurs du secteur. Oui, je pense qu'il y avait les deux. Effectivement, sur TFR, il y avait cette question de vouloir tout tracer, faire toujours de l'identification. Donc en gros, pour clarifier, pour celles et ceux qui nous suivent. Voilà, on va rentrer dans le détail si on veut tout de suite, plutôt que de parler peut-être des conséquences. Déjà expliquer peut-être ceux qui nous regardent ce que dit exactement cette réglementation. Effectivement. Donc, si on parle du règlement TFR, qui s'adresse aux intermédiaires crypto et dont l'objectif, c'est de s'inscrire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'objectif, c'est d'imposer aux plateformes, donc aux intermédiaires centralisés, des mesures qui assure l'authentification des détenteurs de comptes et donc le traçage complet de toutes les opérations, à la fois entre plateformes centralisées et plateformes centralisées, et au-delà des 1 000 €, également entre plateformes centralisées et ce qu'on appelle unhosted wallet, donc les wallets non custodiales. Et c'est là où effectivement il y a eu un petit peu de sensibilité dans l'écosystème, parce que déjà la promesse de la crypto, c'est de ne pas faire de l'identification tout le temps. Mais surtout, en fait, je dirais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire des contrôles et tout le monde accueille favorablement les mesures qui assurent de contrer les phénomènes, les marchés illicites, mais en réalité déjà la crypto est très peu utilisée pour du blanchiment, du financement du terrorisme, les chiffres le montrent bien. Et puis il y aurait peut-être d'autres approches pas forcément exemptées, mais ex post avec de l'analyse de données on-chain, on ne va pas rentrer dans le détail, qui pourraient s'avérer à la fois plus efficaces et aussi moins lourds en termes de contraintes sur les acteurs, surtout qu'on ne sait pas à date comment techniquement
ces plateformes vont être en mesure de faire toujours de l'identification de wallet non custodial. Ça sera à voir. Comment vous avez participé à ce projet, justement? Parce que voilà, il parlait d'attente, en tout cas, du secteur et des acteurs de l'industrie, notamment sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez participé, justement, à cette réglementation-là? Vous avez été entendu sur certains points? Alors, bien sûr, en tant qu'association professionnelle, on a participé à toutes les étapes de la construction de ces réglementations, autant sur MiCA et sur TFR, alors aux phases de consultation publique, puisque les institutions européennes, à plusieurs étapes, ont sollicité l'avis de l'industrie et de tous ceux qui avaient un intérêt à donner leur avis, et ensuite au fil de l'eau des trilogues, donc la dernière phase qui nous a permis d'avoir ces accords politiques d'il y a 2 semaines. Donc c'est vrai que sur MiCA, il y a eu beaucoup plus d'issues favorables à un moment où il y avait des problématiques qui inquiétaient énormément. Donc pour ces issues favorables, je peux citer par exemple l'exemption de la finance décentralisée de MiCA, puisque ce n'était pas du tout le bon véhicule réglementaire, l'exemption des NFT, les jetons non fongibles. De la même façon, il y avait beaucoup de questions sur le fait est-ce que c'était le bon cadre et MiCA ne l'est pas pour tous les NFT. Oui, puisqu'aujourd'hui, les cryptoactifs qui sont concernés, on a parlé des stablecoins, on a parlé, voilà, les NFT, eux, sont exclus, en tout cas, de cette réglementation. C'est bien ça? Tout à fait. Et la France, avec son industrie, a énormément œuvré, a beaucoup écouté justement les acteurs du secteur qui expliquaient que les NFT, ce n'est pas une classe d'actifs homogène. Derrière les NFT, vous pouvez avoir un objet d'art, vous pouvez avoir une épée dans un jeu vidéo, une parcelle de métaverse. Donc déjà, traiter les NFT de façon homogène, ce n'était pas la bonne approche. Et MiCA se veut être une réglementation plutôt financière sur les activités de marché de cryptoactifs. Donc de la même façon, tous les acteurs n'avaient pas à être concernés et toutes les activités sur NFT ne sont pas des activités financières. Donc là où la France a gagné son pari, disons, à la fin des trilogues et dans cet accord politique, c'est d'effectivement considérer que les NFT ne sont pas par défaut des cryptoactifs dans le périmètre de MiCA. Ce qui n'empêche qu'il pourrait y avoir une requalification de certains NFT pour qu'ils tombent dans MiCA, mais par défaut, les NFT ne sont pas compris dans cette réglementation. On va aussi parler de peut-être ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont investi ou souhaiteraient investir aujourd'hui dans les cryptoactifs. Ils sont de plus en plus nombreux en France, en Europe. Cette réglementation MiCA notamment permet, c'était aussi l'objectif, aux particuliers d'investir plus sereinement aujourd'hui dans les cryptoactifs. Flavio, c'était aussi ça l'intérêt, c'était protéger le citoyen français ou le citoyen européen, voilà, et lui permettre d'investir plus sûrement aujourd'hui. Bien sûr, et c'est très bien. C'est d'ailleurs surtout l'objectif de MiCA, la protection du consommateur. On s'est inspiré du modèle français des PSAN et on l'a élargi à la fois du point de vue horizontal parce qu'on a inclus des prestataires qui offrent des services qui, par exemple, en France, n'étaient pas encore encadrés. Donc c'est à la fois très large et aussi très profond parce que d'un point de vue plus vertical, on impose des nouvelles contraintes, mais aussi positivement de l'obligation d'assurance sur les fonds des clients, des ratios prudentiels, effectivement tout un tas de mesures qui assurent que le prestataire de services auquel le particulier peut s'appuyer va garantir une solidité dans son activité. Donc ça, c'est excellent. Le problème, c'est que l'on s'assure que ces contraintes-là ne pèsent pas seulement sur les acteurs européens et ne pèsent pas trop lourdement sur les acteurs européens, dans la mesure où, par exemple, on l'a vu en France dans le cadre du débat par rapport aux prestataires PSAN, il reste quand même possible pour les Européens d'utiliser des services mis à disposition par des acteurs non européens, qui ne sont donc pas encadrés par ces mesures-là. Certes, ces acteurs-là n'ont pas le droit de faire du démarchage commercial en Europe, comme à l'époque c'était en France pour les non-PSAN, mais ils restent accessibles. Et donc, il risque d'y avoir une sorte de concurrence déloyale, là où nous, en Europe, et on a bien raison, on veut assurer tout un tas de garanties, mais notre capacité ensuite à faire de l'harmonisation au niveau international va peser finalement sur la compétitivité de nos entreprises. Mais il y a un enjeu de compétitivité, c'est ça, j'allais y venir, il y a un enjeu de compétitivité aujourd'hui si on peut parler ne serait-ce qu'au niveau français, les acteurs français aujourd'hui des cryptoactifs et des crypto-monnaies, c'était ça aussi, est-ce que j'ai l'impression en vous entendant tous les deux, qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire favoriser l'écosystème sans l'étouffer, enfin c'était tout le sujet aujourd'hui de cette
réglementation aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a le sujet réglementation où on appelait de nos voeux à ce qu'elle soit adaptée et proportionnée par rapport à l'état du secteur. Mais en fait, il faut aussi qu'on parle de la supervision et ça va être les enjeux à venir. C'est qu'effectivement, on a ces règles, mais il faut un arbitre pour s'assurer qu'elles soient suivies, bien sûr, par les acteurs européens, mais aussi des acteurs internationaux qui s'adresseraient activement au marché européen. Et c'est vrai qu'il y a une brèche aujourd'hui dans la réglementation européenne inspirée de la réglementation financière. C'est-à-dire, effectivement, je suis un acteur étranger, je suis quand même disponible pour des citoyens européens qui veulent se servir de mes services. Si je ne les démarche pas activement, je n'ai pas à m'implanter en Europe et je n'ai pas à respecter cette réglementation. Donc ça peut être un prétexte utilisé pour ne pas respecter la réglementation tout en faisant de la sollicitation active de clients européens. Et c'est pour ça que la supervision va être cruciale, mais aussi en pratique, on a beaucoup de questions parce qu'il faut repérer cette sollicitation active dans un monde de plus en plus numérique, l'emploi des réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, comment on fait s'il y a un prestataire étranger qui est effectivement non conforme à MiCA ou à TFR, comment on va le chercher puisqu'il n'est pas en Europe. Donc, il y avait le sujet de la réglementation avec des règles on a parlé des issues favorables, on a aussi des issues moins favorables où on a voulu que ce soit une réglementation adaptée et proportionnée. L'enjeu maintenant, ça va être dans la déclinaison technique, puisque ce qu'on a obtenu il y a 2 semaines, c'est des accords politiques. Donc quand je parlais de l'exemption de la finance décentralisée, on doit encore aujourd'hui discuter au niveau européen techniquement comment on rédige le texte pour ce faire. Et puis il va y avoir la mise en place de la supervision, l'outillage, le recrutement, sachant que c'est des marchés en pleine croissance, avec des problématiques qu'on a vues effectivement au niveau français, d'acteurs étrangers qui ne respectent pas notre réglementation, mais qui ne sont pas sanctionnés pour autant. Mais là, en l'occurrence, la France, qui en effet avait de l'avance sur cette question de la réglementation des cryptoactifs, la mise en œuvre, la mise en application aujourd'hui de ces mesures au niveau européen sera peut-être plus facile aujourd'hui pour nous ? Sans doute. Oui. La France est sans doute un des pays qui a le plus fait de pas en avant au niveau de la réglementation crypto. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être une fierté aussi que le cadre européen se soit inspiré du cadre français. Après, le problème, à la fois en France et au sein de l'Union européenne, c'est essayer de rattraper le retard que la réglementation forcément a toujours sur l'évolution de l'écosystème, qui lui va très très vite. C'est la raison pour laquelle, comme le disait Faustine, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait été capable de faire la part des choses, de ne pas inclure dans MiCA tout et n'importe quoi. Donc finalement, la DeFi, qui par définition est décentralisée, ne rentre pas dans le scope d'une réglementation qui, elle, s'adresse aux intermédiaires centralisés. Ça, c'est excellent. On a aussi compris que les NFT ne sont pas forcément une classe d'actifs financiers. Ça dépend de l'usage. C'est plutôt un concept technologique. Donc on va régler tout ça, la DeFi, les NFT, avec d'autres textes demain, mais pas forcément le même. Mais par contre, il faut essayer d'aller un peu vite aussi, parce que si le décalage de plusieurs années se perpétue, ça devient de plus en plus compliqué pour les institutions européennes de bien saisir les enjeux et finalement de les encadrer au mieux, y compris vis-à-vis des besoins des entreprises, comme on le disait. Puisque là, on est sur une application en 2024, c'est ça ? Oui. Le calendrier est encore voilà. très prospectif, parce qu'on n'a eu que des accords politiques en juin, donc ça veut dire on sait vers quelle est notre vision en Europe. Il faut, ce que je disais, maintenant techniquement mettre en application ces accords. Ces accords doivent être validés. Il y a un certain process à la fois au niveau du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Ensuite, il y a une entrée en vigueur, ensuite public. Voilà, donc on s'attend à une entrée en application pas avant 2024, voire 2025. Mais d'ici là, le secteur peut encore évoluer ? Tout à fait. Sûrement. Ouais, sûrement. C'est ça qui est aussi bizarre. On court après aussi aujourd'hui. Enfin, la réglementation court après. C'est ce que vous disiez, Flavio. Court après les évolutions et les transformations du secteur. Mais qui le vont très secteur vite. doit aussi se préparer. Donc, il faut du temps. Il faut que les superviseurs se préparent aussi. Les entreprises, les institutions françaises, elles sont prêtes, justement, selon vous. Qu'est-ce qui pourrait les aider aujourd'hui à fluidifier et à mieux appréhender cette application ? Alors déjà, comme le disait Fabio, on a de la chance puisqu'on a des autorités françaises qui connaissent le sujet crypto depuis plus longtemps peut-être que d'autres autorités. Donc ça va être des gens qui vont être mieux connus aussi, des acteurs qui sont mieux connus par nos autorités, où il y a déjà des relations. Donc ça risque d'aller plus vite et on a une expertise qui est déjà installée. Donc l'enjeu va peut-être être sur ce projet d'autorité européenne de supervision en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, où là on a tout à faire. On doit avoir les équipes, on doit avoir l'outillage, on doit avoir l'expertise à mettre en place. Mais c'est vrai que nos PSAN
enregistrés en France, nos prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France sont déjà plus au fait de la réglementation, bien sûr. En travaillant avec nous à l'association, ils voient à peu près vers quoi on se dirige. Et nous, on les invite à vraiment se mettre en conformité au plus vite, en tout cas se préparer au plus vite, mais aussi les superviseurs qui vont avoir besoin, bien sûr, de superviser, de collecter de l'information, et notamment sur le règlement TFR, il y a une disposition qui pose énormément de problèmes où toutes les transactions au-dessus de 1 000 € vont devoir être déclarées aux superviseurs. Donc on imagine le travail conséquent, voire le goulot d'étranglement en fait, puisqu'on n'a pas eu une approche pertinente par les risques par rapport à cette disposition. Donc à la fois côté secteur privé et secteur public, le fait d'avoir un peu de temps, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, tout en veillant à ce qu'on n'ait pas effectivement une concurrence internationale qui se mette en place, parce qu'on est en avance en matière de réglementation. Et donc les autres places majeures de la crypto vont certainement regarder comment faire leur propre cadre et éventuellement être plus attractifs que nous. Parce que les conséquences à terme, ça pourrait être que, je ne sais pas, certaines plateformes disparaissent. Flavio, on pourrait en arriver là? Alors, comme le disait Faustine, aujourd'hui, on parle d'hypothèse. Oui. Mais effectivement, dans le meilleur des mondes, on trouve la bonne balance, comme on le disait. Et donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir un cadre réglementaire, finalement, qui d'ailleurs arrive au moment de la massification du marché crypto. Donc, il y a un passage à l'échelle, c'est normal, c'est bien que les institutions publiques réagissent à ça. Et dans le meilleur des mondes, on arrive à faire la balance et on garde notre compétitivité. Dans le pire des mondes, on va être une colonie d'autres géants qui, eux, se développent de manière plus favorable à cet écosystème. Et ça, c'est ce que je n'espère pas. Et je pense que ça ne sera pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à certaines petites mesures. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, au niveau des stablecoins, le premier volet de MiCA s'adresse en particulier aux émetteurs de jetons, dont ce qu'on appelle les Asset Reference Tokens, ce qui inclut les stablecoins, donc tous les actifs dont le prix est lié à notre actif. Et dans ce cas-là, on a mis des limites, par exemple, de 200 millions d'euros de transactions par jour. Alors, il faudra voir comment on applique ça, comment d'ailleurs cela s'applique aussi aux acteurs étrangers ou alors seulement à nos acteurs européens. Mais ça risque de limiter fortement le développement des acteurs du monde stablecoin en Europe, ce qui d'ailleurs aussi représente un enjeu considérable d'un point de vue géopolitique, j'oserais dire, en tout cas de souveraineté, à l'heure où la plupart des stablecoins utilisés sont en réalité adossés au dollar. Et nous, on aurait tout intérêt à favoriser le développement de stablecoins adossés à l'euro. Faustine. Parce que si on ne le fait pas, en fait, il y a des acteurs américains qui le font. Il y a quelques semaines, il y a un deuxième acteur américain qui a commencé à émettre son stablecoin euro. Ça fait 1 an que Tether, qui est le plus gros émetteur de stablecoin dollar, émet aussi son stablecoin euro. Donc on voit que si nous, on ne le fait pas, si l'Europe ne se saisit pas de ce sujet, on va le faire pour nous. Donc c'est effectivement des questions importantes en matière de souveraineté monétaire et numérique en général, qu'on encourage le développement par des acteurs européens, de stablecoins européens, mais même de façon générale. Et c'est pour ça que la réglementation se devait être proportionnée et adaptée. Si on veut atteindre nos objectifs, que ce soit la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le changement climatique, la protection des utilisateurs, il nous faut des entreprises en Europe qui vont porter ces valeurs et qui vont porter ces objectifs. Parce que si elles sont ailleurs, on ne va pas pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et la réglementation, elle est vertueuse parce qu'elle poursuit à tout ce dont on a parlé, mais qu'il nous faut des gens pour les porter. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le point sur cette réglementation aujourd'hui avec nous. Flavio Restelli, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faustine Fleuret, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Non, c'est pas fini. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. À tout de suite.